Tu as souvent mal au dos ou des maux de tête réguliers. Tu dors mal, le soir t'es fatigué, mais dès que ta tête touche l'oreiller, impossible de t'endormir. Et même si tu dors 7-8 heures, tu te réveilles tous les matins fatigué. Tu prends du poids facilement, surtout au niveau du ventre, et peu importe ce que tu fais, impossible de t'en débarrasser. Tu tombes souvent malade, dès qu'il y a un virus qui traîne, c'est pour toi. Tu penses à 1000 trucs en même temps, tout le temps, et ça génère de l'anxiété. Cette anxiété et la fatigue, parce que t'arrives pas à bien dormir, te donnent souvent des envies de sucre. Niveau libido, c'est chaud. Ou pas, du coup. Ton système digestif est souvent détraqué, crampes, constipation ou diarrhée. Bon, si tu te sens concerné par 5 de ces signes ou plus, je te laisse faire le calcul de ton côté, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que c'est probablement le signe que tu sécrètes trop de cortisol, l'hormone du stress. Et ça, c'est un problème. Déjà parce que niveau santé, c'est pas top, mais en plus parce que ça t'empêche clairement de perdre du poids, peu importe ce que tu fais. Donc même si tu manges bien et que tu fais du sport, si t'es une boule de stress, il y a de grandes chances que ça t'empêche de perdre du poids. C'est un petit peu comme si t'essayais de rouler avec le frein à main activé. Salut, si tu me connais pas encore, moi c'est Victor, expert en nutrition diplômé, coach sportif, et mon métier c'est d'aider les femmes à perdre du poids grâce à des habitudes saines et durables, mais aussi grâce à mon application KiloCash. Si la vidéo te plaît, je compte sur toi pour mettre un petit like, un petit commentaire, et si je t'ai appris quelque chose, je compte sur toi pour t'abonner, parce que c'est gratuit et que ça fait plaisir. Bon, avant toute chose, on va remettre du contexte et parler un petit peu de l'origine du stress. Parce qu'aujourd'hui, on parle du cortisol comme le mouton noir. Ce qui est le cas si, et seulement si, on est dans un état de stress chronique. C'est-à-dire qu'on sécrète trop de cortisol tout le temps. Parce que comme d'habitude, tout est question d'équilibre. N'oublions pas que si le cortisol existe, c'est pas pour nous faire chier, c'est qu'il y a une raison. Et pour le coup, il est vital. Il nous permet entre autres de nous réveiller le matin et d'être toujours en vie. Je t'explique. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler du rythme circadien. C'est ni plus ni moins qu'une horloge biologique interne de 24 heures qui est en grande partie calée sur la luminosité et l'obscurité. En gros, par rapport au lever et au coucher du soleil. Et c'est cette horloge qui régule la sécrétion de toutes nos hormones. Énergie, sommeil, appétit, humeur. Il n'y a aucun hasard dans le fait d'aller aux toilettes quand on se lève, d'être plus concentré en fin de matinée et d'être fatigué le soir. Tout est millimétré, grâce justement à ce rythme circadien. Exemple, le matin, en général, entre 6 et 9 heures, on sécrète le fameux cortisol. Le but, se réveiller, mobiliser de l'énergie, notamment grâce au glucose, donc le sucre qui circule dans le sang, et activer la vigilance. D'ailleurs, fun fact, si le matin tu te lèves, que t'es fatigué ou que t'as pas du tout envie de te lever, que c'est vraiment un calvaire de poser le pied par terre et de commencer ta journée, c'est probablement parce que ton niveau de cortisol le matin est trop bas. Et donc du coup, t'as du mal à te réveiller. Et si ton cortisol le matin est trop bas, c'est probablement parce que ton cortisol le soir est trop haut. Et c'est complètement l'inverse de ce qui est censé être le cas naturellement. Après 9 heures, en général, c'est la testostérone qui prend le relais. Son rôle, motivation, libido, concentration. Autrement dit, c'est le moment idéal pour soit faire du sport, soit travailler sur une tâche importante au boulot, ou alors pour se détendre. Vers midi, on sécrète de l'insuline. Son rôle, logique, stockage et utilisation du glucose après le repas. Bref, toute notre journée est ponctuée comme ça de sécrétions hormonales naturelles qui ont toutes un but bien précis. Si on regarde de plus près notre rythme circadien, on voit que la mélatonine, l'hormone du sommeil, commence à grimper vers 21 heures et atteint son pic vers 2 heures du matin. Ce qui nous permet en fait de nous endormir naturellement. C'est d'ailleurs pour ça en général, je sais pas si vous avez remarqué, que vers 21h, 22h, on commence à bailler, parce que ça correspond au début de la sécrétion de mélatonine. Mais bon, ça c'est valable uniquement si votre rythme circadien est pas complètement bousillé à cause d'un état de stress chronique justement. À côté de ça, on voit que le cortisol, lui, fait l'inverse. Il chute quand la mélatonine grimpe et atteint son taux le plus bas quand celui de la mélatonine est au plus haut. Ce qui finalement est logique puisque l'un permet de se réveiller et l'autre permet de dormir. Pour ensuite se recroiser le matin où la mélatonine chute au plus bas vers 6 heures pour donner le relais au cortisol qui commence à augmenter progressivement. Et ce cycle se répète. C'est là qu'on comprend, en faisant le parallèle avec tous les symptômes que je vous ai donnés en début de vidéo, que si vous êtes trop stressé, que vous sécrétez trop de cortisol, c'est normal que vous n'arriviez pas à dormir. Vous sécrétez trop et en continu une hormone qui est censée vous maintenir éveillé. Parce qu'en cas de stress chronique, le cycle naturel du cortisol est complètement déréglé. Il peut rester anormalement élevé même en soirée et quand il est censé baisser pour laisser place à la mélatonine et au sommeil, il reste haut et du coup vous sécrétez beaucoup moins de mélatonine. Et donc du coup vous vous endormez beaucoup moins, vous dormez moins, c'est la merde. Résultat, même si vous êtes fatigué, dès que vous posez la tête sur l'oreiller, impossible de dormir. Mais
le stress a une fonction encore plus importante que celle de nous réveiller. C'est à la base un mécanisme de survie. Mise en situation. Je suis là, je marche tranquillou bilou dans la rue et là, soudainement, à 2 mètres de mes pieds, je vois un énorme serpent. Bam! Coup de stress. Mes pupilles se dilatent, mon cœur s'accélère, ma respiration devient plus courte, du sucre est libéré dans le sang. Mon corps se prépare instantanément à réagir face à ce qu'il perçoit comme un danger. C'est ce fameux mécanisme qu'on appelle flight or fight, fuite ou combat. En gros, c'est soit je mets un penalty dans le serpent, soit je cours très vite et très loin. Fight or flight. Le gros problème, c'est que cette réponse physiologique reliée au stress, qui devrait être occasionnelle et éphémère, ne l'est pas, ou en tout cas ne l'est plus. Elle est quotidienne, qu'il y ait danger ou non, et c'est d'ailleurs ce qui explique les chiffres alarmants liés au stress aujourd'hui. Quand vous vous inquiétez pour un entretien d'embauche, quand vous craignez de rater l'avion, quand vous appréhendez les mauvaises critiques sous votre dernier post Instagram ou au bureau, quand le jugement des autres vous met la pression, quand vous avez peur de pas finir le mois convenablement, quand vous allez être en retard à cause des bouchons ou que vous vous mettez une pression de dingue pour réussir à perdre du poids. Toutes ces choses qui vous préoccupent au quotidien. Ça vous stresse et suscite une peur qui active votre système nerveux sympathique. Le système nerveux qui justement est relié au stress, parce qu'on a 2 systèmes nerveux. Sympathique, le stress, et parasympathique, la détente. Et c'est binaire, c'est soit l'un, soit l'autre. Car le simple fait de percevoir tous ces petits soucis du quotidien comme un danger active le système nerveux sympathique, relié au stress, qui derrière active les hormones d'action. Or, de nos jours, on va pas se mentir, c'est plutôt rare de devoir activer ce système nerveux de fuite ou de combat. Ça l'était à l'époque, mais aujourd'hui, c'est plutôt rare de croiser un tigre à dents de sable qui veut nous bouffer. L'évolution nous a programmés à être à l'affût du moindre danger pour réagir vite et survivre. Mais pour remplacer cette absence de danger, on a créé nos propres situations de danger qui nous suivent au quotidien et qui génèrent du stress. Sans compter qu'on a des dizaines de milliers de pensées qui nous traversent la tête tous les jours. Certaines études parlent même d'une moyenne de 50 000 pensées par jour. C'est normal, c'est complètement naturel. Mais imaginez un petit peu l'impact si la grande majorité de ces pensées sont tournées vers la peur. Ça devient une source de stress continu qui vous fait sécréter du cortisol en continu et qui vous met dans un état de stress chronique. Et ce stress chronique maintient un état d'alerte permanent qui peut entraîner de l'inflammation, perturber la digestion, les hormones et bloquer la perte de poids. Ok, maintenant qu'on a vu l'origine du stress, le pourquoi du comment est-ce qu'il impacte concrètement notre perte de poids? On va dire qu'il y a 4 raisons principales pour lesquelles le stress vous empêche de perdre du poids. La première chose que le cortisol fait quand il arrive dans ton corps, c'est qu'il fait augmenter ta glycémie, autrement dit, ton taux de sucre dans le sang. Pourquoi? C'est très simple, parce que ton corps se prépare à une éventuelle menace, donc il se dit « Ok, là on va devoir fuir, se battre, il me faut du carburant là ». Tout de suite, maintenant. Et du carburant, c'est quoi? Du sucre. Parce que je rappelle que le sucre est le substrat énergétique premier du corps. C'est la première chose que le corps utilise, c'est ce qu'il a l'habitude d'utiliser le plus comme substrat énergétique. Donc ton foie va libérer du sucre dans le sang que ton corps va pouvoir utiliser pour mettre en route tes muscles et te barrer. Ou alors te battre. Sauf que, dans 99% des cas aujourd'hui, quand tu stresses, tu n'as pas besoin de te battre ou de te barrer. T'es juste stressé dans ta voiture, dans ton ordi ou dans la file d'attente au supermarché. Résultat, tu produis du sucre, mais tu l'utilises pas, tu le brûles pas. Et ce sucre, ton corps va pas le laisser dans le sang trop longtemps, il va le stocker. Et devine où il va le stocker? Dans le ventre, parce que c'est dans le ventre où il y a le plus de récepteurs au cortisol. Fun fact, c'est pour ça qu'on reconnaît plutôt facilement une personne qui prend du poids majoritairement à cause du stress, grâce à la localisation de sa graisse corporelle. Si t'es quelqu'un de plutôt fin, plutôt fine, et que la grosse majorité du gras que tu as dans le corps se situe au niveau de la sangle abdominale, eh bien c'est probablement parce que tu es quelqu'un de surstressé. Oui, parce que la répartition de notre graisse corporelle peut indiquer de potentiels déséquilibres hormonaux. Et pour le stress, quand il y a un dérèglement du cycle du cortisol, ça se situe souvent autour des organes vitaux, dans la zone abdominale. Tiens, d'ailleurs, ça pourrait être le sujet d'une vidéo, ça. La relation entre les zones où on stocke du gras et les potentiels déséquilibres hormonaux. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, et si je vois que vous êtes partant, je pourrais travailler dessus sur une prochaine vidéo. Deuxième effet pas ouf du stress, il te pousse à manger plus et à manger mal. Qui dit stress, dit bad mood. Et qui dit bad mood, dit besoin de réconfort. Donc le corps va chercher à nous remettre dans une situation d'équilibre. Quand on est en bad mood, il va chercher à compenser en nous faisant sécréter des hormones du bonheur, comme la dopamine par exemple. Et à votre avis, qu'est-ce qui donne un shoot de dopamine direct? La bouffe, et plus particulièrement le sucre ou le gras en fonction des profils. Ça calme, ça rassure, ça réconforte. Et c'est d'ailleurs comme ça en général que la bouffe finit par être un doudou mental. Et là encore, tu vois le cercle vicieux? Tu stresses, tu manges, tu culpabilises,
tu stresses encore, tu remanges. Et bien souvent, c'est en fin de journée que ça se passe. Tu rentres du taf, t'es fatigué, le cortisol est encore élevé alors qu'il est censé redescendre, et c'est là que les craquages arrivent. Troisième effet pas cool du stress sur ta perte de poids, au niveau du sommeil. Moins tu dors, plus tu stockes. Et je pense que vous l'avez compris avec ce que je vous ai dit tout à l'heure, le stress impacte directement votre capacité à bien dormir. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais pour moi, le sommeil est l'un des plus gros freins à la perte de poids. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il dérègle totalement les hormones qui régulent la faim. Quand on dort mal, ou pas assez, notre corps produit naturellement deux hormones qui nous permettent de réguler la faim. La leptine, qui nous dit « j'ai plus faim », et la gréline, qui nous dit « j'ai faim ». Et quand on dort mal, ou pas assez, on sécrète moins de leptine et plus de gréline. Du coup, dès le lendemain matin, tu te réveilles avec une dalle monumentale, tu veux du sucre, du gras, mais surtout du rapide. Et comme t'as pas bien dormi, t'es aussi plus fatigué, donc moins motivé à bouger, à faire du sport et à cuisiner. Donc, en résumé, tu dors mal parce que t'es stressé et tu prends du poids parce que tu dors mal. Super. Alors après, fun fact, je pense que certains se reconnaîtront dans ce que je vais dire. Quand je dis que le lendemain, vous vous réveillez avec une dalle monumentale, pour beaucoup de personnes, c'est l'inverse. Vous vous réveillez, vous avez absolument pas faim. Et bah si c'est votre cas, c'est encore un signe supplémentaire qui fait que vous êtes en état de stress chronique. Parce que le fait de ne pas avoir faim le matin, c'est un possible signe d'un dérèglement de l'axe HPA, ou l'axe HPS en français. C'est l'axe qui relie l'hypothalamus aux glandes surrénales, qui justement sont des petites glandes qui sécrètent le cortisol. Mais bref, on va pas rentrer dans le détail. Et enfin, pour finir, le truc le plus frustrant, qui découle de ce qu'on vient de voir, même si tu fais tout bien, que tu manges bien, que tu fais du sport, que tu bouges, tu peux rester bloqué dans ta perte de poids à cause du stress. Mais au-delà de ça, ton corps considère que tu es dans une situation de danger. Et dans cette situation, il va faire exactement l'inverse de ce que tu veux. Il va conserver le gras, ralentir ton métabolisme pour économiser de l'énergie et freiner la combustion des graisses. Top! Encore une fois, c'est pas un manque de motivation, c'est pas de la mauvaise volonté, c'est juste un mécanisme de survie. Ton corps, lui, pense qu'il te protège, en réalité, il t'empêche de progresser. Et là, tu te retrouves à stagner. Alors au début, tu perds peut-être un petit peu de poids, parce que c'est justement les débuts, mais après, plus rien. Donc forcément, ça te démotive. Mais le problème, c'est pas toi. C'est pas forcément que tu fais mal, c'est juste que ton niveau de stress te met des bâtons dans les roues. Exactement comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est comme si t'essayais de rouler avec ton frein à main. Voilà, si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé à y voir plus clair sur l'impact du stress sur ta perte de poids ou sur ta difficulté à perdre du poids du coup, laisse un petit like, abonne-toi et active la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Ça pourra te permettre potentiellement d'apprendre 2-3 trucs sur la perte de poids. Ah, et si tu veux que je fasse une vidéo où je te donne mes meilleurs conseils pour reprendre le contrôle de ton cortisol, dis-le moi en commentaire. Je te mets quelques ressources utiles dans la description et si t'es une femme et que tu veux que je t'aide à perdre du poids, je te mets également le lien de mon application Kilo Cash. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Victor. Bise.